Je l'ai annoncé tantôt, Kagame et Museveni ont-ils échoué en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec Alain-André Atundou, également Yamba Yamba, Norbert déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Alors la toute première question que je vais vous poser, à Kinshasa, les ténors, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ne veulent pas d'un accord. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alain Atundou. Ce n'est même pas raisonnable. Quand vous faites une lecture, je suppose que nous tous, nous avons fait l'histoire, nous avons fait la sociologie, nous avons fait la politique, et quand vous faites une analyse de tous ces événements, depuis que le monde est organisé en État, en communauté internationale, une véritable guerre, un véritable conflit ne se conclut qu'autour d'une table. Ceci parce que la conclusion d'un conflit doit être sécurisante pour le vainqueur et pour le vaincu. Autre chose est l'issue de la guerre. L'issue de la guerre, elle est victorieuse pour nous. Mais si nous voulons que demain, ceci ne se répète pas, nous devons ficeler les choses pour qu'il n'en soit pas ainsi. Hier, on fêtait le 11 novembre, c'est la fête de l'armistice. Et si la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, c'est notamment parce que la Première Guerre mondiale a été mal conclue. Les Allemands étaient humiliés et avaient tout le poids de la défaite, ou disons de l'issue de la guerre. C'est qui leur a donné un sentiment de revanche. Et aujourd'hui, que nous avons cette victoire militaire, nous devons raison garder, sauvegarder l'avenir. Notre avenir, c'est la coopération économique à travers les ressources que nous avons en commun, à travers l'espace que nous partageons et à travers les partenaires internationaux et régionaux. Ceci, ce n'est pas un problème de guerre, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique et de vision, c'est un problème diplomatique et de stratégie. Et voilà pourquoi je pense que la stratégie adoptée par le chef de l'État, des trois dimensions, stratégie diplomatique, politique et militaire, cette stratégie est toujours à l'honneur. Et les trois doivent marcher ensemble, mais absolument. en toute synergie. Parce que sans l'armée, la coopération ne serait pas possible, tout au moins une coopération saine. L'exploitation illicite, etc., on l'a connu. Et sans l'unité politique, eh bien, le chef de l'État et les dirigeants n'auront pas la tête en place pour penser aux intérêts, à sauvegarder les intérêts bien compris de la République. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout responsable politique doit attirer l'attention de l'opinion congolaise, particulièrement sur une allégresse naïve. L'allégresse est propre à la victoire, mais elle ne doit pas nous inspirer pour le comportement d'avenir, parce que les donnes peuvent changer, parce que la victoire a plusieurs parents. Cette victoire militaire a été rendue possible parce que notre diplomatie a été active, agressive et proactive. Parce que le peuple congolais, dans son dernier numéro, notamment les concertations nationales, a manifesté une cohésion autour des institutions qui ont fait quand même une cohésion qui a fait réfléchir les autres, qui a complètement marginalisé le M23 et consorts. Alors nous devons tirer profit, capitaliser cet avantage et éviter le comportement d'Hannibal après la bataille de Transimène. Il n'a pas su capitaliser les effets de la défaite romaine qui lui ouvrait les portes de Rome. Il a préféré les délices de Capoue. Alain-André Atundou, je vais me tourner vers Norbert Yamba Yamba. Hier, le gouvernement congolais, représenté à Kampala, n'est pas entré dans la salle juste parce qu'en fait, le facilitateur exhibait un papier d'accord au lieu que ce soit, comme vous le désire le gouvernement congolais, que ce soit un papier de déclaration, de reddition du M23. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à un jeu de qui perd gagne? Merci.
D'abord, merci pour Et pourquoi, je peux même ajouter une question, et pourquoi le facilitateur joue à ce jeu? Celui qui s'estime, en fait, celui qui a été dit facilitateur, pourquoi il devrait jouer à ce jeu? Merci. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez de participer à cette émission. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le FARDC qui est démontré que lorsque on a l'engagement, la détermination, on peut redorer le blason d'une grande nation qui est la nôtre et qui visiblement a été considérée véritablement comme un petit bébé sous biberon. Dieu merci, aujourd'hui plus que jamais, cette victoire militaire nous pousse véritablement à assumer notre leadership en Afrique centrale. Quand cela ne tienne, ce que vous dites pose un certain nombre de problèmes. J'ai beaucoup aimé lorsque l'ambassadeur Atondo disait que la victoire a plusieurs parents. Et je n'ai jamais cessé de le répéter ici, que ce qu'on est en train de voir à l'Est, cette récurrence des guerres incessantes, etc., est le résultat d'une certaine convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts au niveau de la sous-région, notamment les pays voisins qui instiguent que le Congo est si grand, il y a de l'espace, parce qu'ils sont en train de souffrir d'une explosion démographique. Et encore qu'il y a des minéraux, il faut en profiter au maximum. Et il y a aussi des internationaux, qu'on appelle généralement les multinationales, qui ne jouent que sur les intérêts et qui peuvent créer ou démolir des régimes qui sont en place, élus ou pas élus, dans nos pays, parce qu'ils sont soutenus véritablement par leurs gouvernements respectifs. Mais il y a aussi, à l'intérieur de la République, des relèves volontaires qui visiblement font le jeu de ces deux compartiments. Ça, c'est évident. Il n'y aurait pas intérêt fertile où les choses pouvaient bien se dérouler s'il n'y avait pas de complices sur le plan civil et militaire. Ça, c'est évident. Et on a connu pas mal de temps avec cette situation. Bon, quand cela ne tient, Dieu merci, aujourd'hui, il y a une évolution. Une évolution qui montre que, bon, nous aurons la victoire militaire. Mais écoutez, madame, même si on a la victoire militaire, même si, moi, je peux être avec M. Atondo, je ne sais pas, avec Mme Denis Dioka, nous avons des revendications à faire avec notre gouvernement, même si nous n'avons pas des armes, mais nous pouvons discuter avec notre gouvernement. Tout à fait. Et si le gouvernement a envie de faire avancer les choses, je crois qu'on peut aboutir à un compromis politique. On peut appeler déclaration, on peut l'appeler accord. Nous n'allons pas entrer dans la guerre sémantique, mais il faut véritablement conclure, n'est-ce pas, un accord, j'allais dire un compromis, qui visiblement peut donner à tout un chacun la leçon de ne pas réitérer ce qui a eu lieu. Et donc, moi je pense, même si je suis conscient, quand je parle de la sous-région, l'Ouganda n'est pas inscrit, le Rwanda n'est pas inscrit, ils font partie du problème, ça c'est évident. Ils peuvent même provoquer des choses, alors qu'il faut que nous soyons un peu plus sages, parce que ce qu'on consomme en termes de moyens pour... Oui, mais quand vous dites qu'il faudrait qu'on soit un peu plus sage, vous dites quoi exactement, explicitement? Bon, ça veut dire en fait qu'il faut un compromis. Il y a des choses qu'il faut négocier, il y a des choses qu'il ne faut pas négocier. Et le compromis, c'est autour d'une table? Bien entendu. Mais la partie adverse dit non. Moi, je veux un accord. L'autre partie Non, dit il non. semble que ce n'est pas aujourd'hui que cette table est intervenue. C'est une Justement, discussion. nous sommes à 11 mois ou près de 11 mois. Bien entendu, mais quand même, il y a eu des avancées. Ces avancées ont permis pas des options consensuelles. Il faut savoir capitaliser, les comptabiliser, pour que finalement, on se mette d'accord par rapport à ça. C'est vrai que et je continue à insister sur ce que l'ambassadeur a dit, que cette convergence d'intérêts, si on n'arrive pas à aller dans le sens, parce que moi j'ai entendu toute la communauté internationale se mobiliser autour d'un accord. Il n'y a pas que l'Ouganda, en fait. Non. Mais maintenant, il faut savoir évaluer quelle est l'importance des 11 propositions qui ont été faites. Est-ce que toutes les propositions sont mauvaises, lesquelles nous acceptons et lesquelles nous n'acceptons pas,
Et pour le faire, il faudrait que les gens discutent en dernière minute pour que véritablement on puisse aboutir à ces compromis politiques. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que si on ne fait pas cela, on va donner raison à ceux qui se battent à longueur de journée aujourd'hui pour qu'il y ait démembrement de notre pays. À ce moment-là, ils auront raison. Nous avons voulu discuter. Bon, ils ont dit qu'ils ont gagné, et puis finalement, ils ne veulent plus discuter, etc. Et je suis vraiment inquiet lorsque j'écoute le ministre des Affaires étrangères. Il me disait, en tout cas, jusqu'avant-hier, que bon, on va aller pour signer un accord. Quand j'écoute le ministre de l'Information, il dit, voilà, on va signer une déclaration de fin de guerre, etc. Moi, je dis, est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des options, etc. Oui, justement, je veux me tourner vers Alain Atundou. Je vous en prie, vous m'excuserez de vous interrompre, on n'a pas assez de temps. Alors, finalement, la grande question, au regard de ce que vient de dire Norbert Yamba, est-ce qu'en interne, en République démocratique du Congo, on a eu un seul mot et nous avons avancé avec un seul but? Absolument. Parce que ce qui est important Parce ici... que deux ministres ont dit deux choses différentes. Non, ce qui est important, ce n'est pas la terminologie. Accord, déclaration, armistice. C'est le contenu du document que l'on doit signer qui inspire l'attitude des uns et des autres. Nous, au niveau du gouvernement, de l'État, la République démocratique du Congo, nous avons un certain nombre de paramètres que nous avons déjà exposés, qui sont en quelque sorte des préalables. La légalité républicaine en cours ne peut pas être touchée, et le comportement du M23 cesserait d'intégrer cette légalité plutôt que de la provoquer. Deuxièmement, au niveau de l'intégration, nous avons fait un effort considérable au niveau des forces armées et de la police pour mettre nos nouveaux éléments au niveau des standards internationaux. Donc, il ne suffit pas d'avoir été M23 général 4, 6, 10 étoiles pour intégrer, prétendre intégrer. Il faut répondre aux critères. Troisièmement, nous vivons dans une communauté internationale. Il y a des faits justiciables de la Cour internationale et du droit national. Il faut que cela soit respecté. En plus, enfin, ces documents doivent nous sécuriser quant à l'exploitation mutuellement avantageuse des richesses que nous avons et de l'espace où nous vivons. Voilà les éléments. Alors, ce qui complique, ceci me ressemble plutôt à un barreau d'honneur, n'est-ce pas? C'est que les auteurs intellectuels ont été découverts par les faits et l'issue de la guerre. Alors, comment peuvent-ils s'impliquer dans ce document sans se trahir? Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas la fin du M23. Ce qui est en jeu, c'est la suite des événements, la coopération. Justement, et on va toujours rester dans le M23. Ce M23 veut intégrer, ça on le sait, veut intégrer l'armée congolaise. Dans il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Ce n'est pas une poubelle des malfrats, l'armée nationale congolaise. Non. Nous avons tous l'ambition. Mais comment couper la poire en deux? Parce que les M23 vont rester, c'est vrai, il y a des conditions. Certainement qu'ils ne sont pas d'accord. Lorsqu'on coupe la poire en deux, la partie pourrie, on la jette. Oui, et vous on mange la partie saine. Donc, c'est ça le principe. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en considération. On ne va pas, si vous êtes justiciable des faits, si vous êtes coupable des faits justiciables par la justice nationale, vous devez répondre de vos actes. Vous êtes coupable des faits justiciables par la CPI, vous devez répondre de vos actes. Vous ne remplissez pas les conditions pour faire partie de l'armée moderne actuelle. D'après les réformes, vous n'en faites pas partie. Vous êtes intéressé par la réinsertion sociale autre part qu'au sein de l'armée. Ce qui est le cas, je me retourne vers Norbert Yamba, c'est le cas pour le M23. Ils ne voudront pas se rendre à la CPI.
Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne voudront pas non plus ne pas être, comment on dit déjà, c'est le terme, réintégrés dans l'armée. Mais alors, à quoi on va jouer? Quel sera le mot final? Est-ce que ça ne poussera pas encore à ces rebelles de créer une autre rébellion un peu plus tard, maintenant de se calmer, mais de créer une autre rébellion plus tard pour dire que voilà, nous ne nous sommes toujours pas retrouvés? Madame, vous savez... Parce que c'est se retrouver qu'ils veulent. Madame, je continue à insister, et plusieurs fois nous avons fait des analyses sur ce plateau pour dire que le M23, c'est vrai, on retrouve des dissidents des FARDC, on retrouve également des gens qui sont venus je ne sais pas d'où, etc., et qui forment le M23. Mais former les militaires, c'est essentiellement avoir des moyens. Je vous en prie, vous allez m'excuser, nous allons faire le rappel des titres et nous revenons à vous. Tout de suite, les rappels des titres. Les nouvelles de Kampala, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 n'ont pas réussi à signer lundi le tant attendu accord de paix, entente, accord et déclaration. Les 3 termes ont été suggérés, mais aucun n'a réussi à avoir l'aval des 2 parties, d'où cet ajournement sans nouvelle date. Le dit accord devait formaliser l'engagement des rebelles à mettre fin à leur insurrection dans le Nord Kivu. Et puis, cette maladie non encore identifiée dans la province du Katanga, en 3 jours, le centre de santé de Kankolo a reçu 80 personnes souffrant d'une maladie non encore identifiée selon l'infirmier titulaire de ce centre. Les symptômes qui reviennent sont les douleurs musculaires, la fatigue et la présence du sang dans les urines. La maladie touche aussi bien les enfants que les adultes. En dehors de nos frontières, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran sont parvenus lundi à un accord sur une feuille de route pour une coopération afin de régler plusieurs points d'achoppement sur le nucléaire iranien. À partir donc de lundi, les inspecteurs de l'AIEA ont 3 mois pour accomplir leur mission. Cet accord prévoit de régler seulement une partie des questions en suspens. Et dans l'actualité également, 5 jours après le passage du terrible typhon Haiyan aux Philippines, les Nations Unies estiment qu'au moins 10 000 personnes ont péri dans la seule ville de Tocloban et il reste encore des zones isolées dans le centre de l'archipel. De son côté, le président philippin a déclaré, lui, l'état de catastrophe nationale et ordonné le déploiement de l'armée pour organiser l'aide dans les régions traumatisées. Voilà tout pour les rappels des titres. Nous poursuivons la matinale avec Norbert Yamba qui avait la question. Non, je disais que le 23, c'est un groupe militaro-affairiste. Il faut avoir des moyens. Les munitions, les armes qui ont été trouvées sont des armes qui coûtent horriblement cher. Mais écoutez, cela ne peut qu'avoir une certaine provenance. Et je vous ai dit qu'il y a des complicités dans la sous-région, des complicités sur le plan interne, des complicités au niveau des multinationales, j'avais dit des grandes puissances, d'argent. Alors, M23, bon, il va s'en aller, mais comme il y a des complicités, je crois que ceux qui sont aujourd'hui mis en déroute risquent de dévoiler les choses, et ça serait scandaleux. Ils menacent que si on ne trouve même pas solution, à ce moment-là, il va tuer le bois. Et ça sera honteux pour les puissances d'argent, ça sera honteux pour la sous-région, ça sera honteux pour les civils et militaires de la République, qui visiblement ont joué ce jeu de complicité. Et je dois vous avouer que s'il n'y avait pas cette complicité, on n'irait même pas à Kampala. Parce qu'on a gagné la guerre. Pourquoi on va aller négocier encore d'accord? Même si j'approuve ce que l'ambassadeur a dit, qu'il faut un compromis, en fin de compte, etc. Ça c'est évident. Mais c'est aussi un argumentaire pour soutenir naturellement cette version. Mais sinon, à peine terminée la guerre, on y va, on va s'asseoir. C'est simplement parce qu'effectivement, il y a eu des investisseurs de ces groupes affairistes que le M23. Donc, pour ma part, sincèrement, il faut que chacun mette l'eau dans son verre. Savoir que nous en avons une grande responsabilité. Il y en a ceux qui ont trahi la nation. Il y en a ceux qui, effectivement, peut-être se trouvent dans une situation où il faut soutenir les puissants agents. Il semble que ce sont eux qui font et qui défont
n'est-ce pas, les différents régimes à travers le monde, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, je pense, le M23, on ne va pas accepter tous. Hein, il y a des Congolais, dans l'élargissement naturellement de la cohésion nationale, qu'on tienne compte de leurs déshydratants, de leur agenda stratégique, et qu'on tienne compte également des intérêts des uns et des autres pour que finalement on arrive à intégrer. Mais on ne va pas intégrer tout le monde, parce que la finalité des finalités. Vous avez entendu, on a gagné la guerre, et la communauté internationale se mobilise pour dire non, mais on ne sait pas si c'est véritablement la fin de la guerre. Et la communauté internationale insiste sur un accord. Mais comment va-t-elle insister sur un accord dès lors qu'il y a eu un groupe terroriste, c'est la question, etc. Et c'est tout simplement parce qu'elle trouve aussi son compte à l'intérieur de cette dynamique. Alors il faut faire beaucoup d'attention, il faut y mettre un peu du feeling, de la plus grande intelligence, pour que véritablement on trouve une solution qui sauve à la fois les meubles et qui nous permette véritablement de construire notre pays, mais qui tient compte de tous ces éléments connexes qui entrent en ligne de compte au niveau de cette situation que nous connaissons à l'Est. Alors Alain Atundou, la RDC s'est battue dans toutes les trois formes qu'avait voulu le président de la République. Le premier point, c'était militaire. En fait, d'abord diplomatiquement, politiquement, ensuite militairement. Aujourd'hui, on peut dire que diplomatiquement, ça ne donnait pas beaucoup, il faut le dire. Ça ne répondait pas beaucoup aux attentes de la République démocratique du Congo, où ça a pris beaucoup de temps pour que les choses changent. Mais militairement, on a quand même vu que les choses avaient basculé du jour au lendemain. Mais pourquoi nous devons absolument retourner encore sur une table avec ces rebelles? Les choses n'ont pas basculé brusquement. Non. Il n'y a pas un mois, beaucoup d'acteurs politiques ne mettraient pas un penny sur les forces armées de la République démocratique du Congo quant à ses chances de gagner la guerre. Or, pendant ce temps-là, le gouvernement insistait sur la montée en puissance de notre armée à partir de nouvelles recrues, à partir des exigences de la réforme. Et aujourd'hui, tout le monde crie, c'est grâce à nous. Enfin. Mais il faut savoir que la guerre que nous menons à l'Est a deux objectifs. Le premier, évidemment, il est militaire, c'est de mettre hors d'état de nuire les forces résiduelles ou les forces de déstabilisation comme le M23. Mais deuxièmement, ça a un objectif économique. C'est de créer les conditions pour éliminer l'exploitation illicite de nos ressources. Au lieu de passer par X, Y aux frontières de la République, eh bien, il faut venir à Kinshasa ou aller à Bukavu, traiter avec les institutions. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase délicate de garantir que l'après-guerre sera marquée par une coopération mutuellement avantageuse. Souvenez-vous, dans cette guerre sont impliquées les multinationales, sont impliqués les États et, comme on le dit souvent, la communauté internationale. Aujourd'hui, l'évolution de la conscience internationale est telle que aucun État n'accepte de traiter avec les minéraux du sang, ne traiter avec des gens qui violent, qui tuent, qui ne respectent pas les droits de l'homme, les droits de la guerre. Voilà une situation avantageuse que notre diplomatie a su tourner à notre avantage. Et quand vous dites que les résultats de notre diplomatie n'ont pas été probables, non. C'est un travail patient. Parce que la diplomatie, ce n'est pas à Kinshasa. C'est à Kampala, c'est à New York, c'est à Washington, c'est à Bruxelles, l'Union européenne, c'est à Addis Abeba, l'Union africaine. Et c'est une question de méthodologie. En fait, une politique de petits pas qui a fini par payer. Et comme tout le monde ne se rendait pas compte, pour ne pas employer l'expression du général Olenga, nous avons été tellement sous-estimés que lorsque nous avons eu un comportement logique sur le terrain, en fonction de l'expérience, en fonction des enseignements,
ceux qui n'étaient pas préparés ont été surpris. Mais ce n'était pas une surprise pour les autorités de la République. Lisez-le, ils entendaient, écoutez, si cette fois-ci vous ne le faites pas, vous serez contraint par la force. Le président l'a répété au moins 2 ou 3 fois dans des discours solennels. Et beaucoup n'y prêtaient pas attention. Ou peut-être pensait-il qu'il s'agissait d'un simple effet d'annonce. Aujourd'hui, les faits sont là. L'effet aujourd'hui, ce n'est pas de chanter la victoire. Laissons le peuple chanter la victoire. C'est leur droit. Ils ont tellement souffert, ils ont été tellement humiliés. Mais les responsables politiques que nous sommes, nous devons leur garantir un avenir paisible après l'allégresse de la victoire. Il ne faut pas que demain trahisse les résultats de notre victoire aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo ne se fait pas passer pour le bon élève de la communauté internationale eu égard de ce qui se passe? Quand j'écoute l'ambassadeur qui est mieux rodé que moi sur cette question, il est très clair que la RDC apparaît comme le bon élève de la communauté internationale. Mais je voudrais tout de suite dire à l'ambassadeur que, bon, les droits de l'homme, le respect des Dieu, contre la violence, etc., généralement, ils sont considérés comme des grands paradigmes qui sont utilisés naturellement par les puissances de la région pour justifier tel ou tel acte dans tel ou tel terroir, ou tel contrée, etc. Ça c'est connu. Ce sont les mêmes qui chantent les droits de l'homme, ce sont les mêmes qui ont organisé l'esclavage, ce sont les mêmes qui chantent les droits de l'homme, ce sont les mêmes qui ont organisé la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme. Kadhafi a été tué à ciel ouvert, etc. Au moment où il était un chef d'État, compagnie, etc. Non, écoutez, ce sont des paradigmes. Ça, nous les savons, mais peut-être que nous n'avons pas les moyens, nous sommes impuissants devant cette force, cette œuvre internationale. Ça, il faut leur dire. Et c'est cela, justement, que j'appuie, naturellement, votre version de croire que nous sommes bons élèves, parce qu'on n'a pas de choix. Et cette communauté internationale n'opère dans un espace donné que lorsqu'elle dispose des relais, et qui sont fondamentalement les natifs de ce terroir, etc., et qui agissent comme caisse de résonance. C'est pourquoi je continue à insister que s'il n'y avait pas convergence d'intérêts, il n'y aurait pas, encore pour parler de Kampala, il n'y aurait pas. Nous, Laurent Kabila a gagné la guerre ici, etc. On a organisé quoi après? On a organisé quoi après? Partout, on est en train de voir les gens gagner des guerres, etc. On organise quoi? Surtout avec un groupe rebelle qui a été déclaré un groupe terroriste, force négative, etc. Et ce sont les mêmes qui l'ont déclaré, ce sont les mêmes qui réclament naturellement qu'on puisse justement signer l'accord avec. Donc, moi, personnellement, que ce soit les puissances en zone, que ce soit les amis de la sous-région, que ce soit nous qui sommes à l'intérieur, etc., les politiciens, bien entendu, nous avons un faible parce qu'effectivement, il y a parmi nous ceux qui connaissent comment ce groupe, ce M23, ce groupe est né, qui connaissent la mission du groupe et qui connaissent l'objectif ultime recherché. Et l'objectif ultime recherché, ce n'est pas l'M23. Ce n'est pas l'anéantissement du M23. Il y aura une M50, etc., qui va renaître. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'Est de la République dispose de 80% des ressources, colombo-tantalis, etc., de réserves mondiales. Il n'y a pas que ça, cassiterite, le gaz méthane, etc. Et donc, c'est l'occasion, naturellement, de pouvoir faire le sévrage de cette entité pour qu'elle soit véritablement autonome et qu'on puisse appuyer de manière maximale. Ça, c'est l'objectif recherché. Alors maintenant, il y a un groupe de personnes, un groupe d'intérêts, puissants d'argent, sous-région, au niveau interne, qui ont boutiqué cela et qui, aujourd'hui, se trouve en face d'un 23 qui est complètement effondré. Et le 23 dit, mais écoute, moi je connais bien le secret. Ce n'est pas de ma volonté que j'ai posé l'acte.
Alors vous voulez me diluer comme ça, mais je risque de mettre ça à la place publique. Et c'est comme ça que les uns et les autres sont motivés aujourd'hui de dire. Merci Norbert Yamba. Nous avons plus d'assez de temps. On me fait signe qu'il y a vraiment plus de temps. Mais cette question, je vous retourne à vous, Alain André Atundu. Est-ce que la République démocratique du Congo se fait passer pour un bon élève devant la communauté internationale? En quelques petites secondes, on n'a plus de temps. Nous ne sommes pas de bons élèves. Nous sommes des citoyens responsables de la communauté internationale, c'est-à-dire capables de défendre nos intérêts en fonction des moyens disponibles. Il faut savoir actionner le Conseil de sécurité, nous l'avons prouvé. Il faut savoir actionner la Commission de sécurité de l'Union européenne, de l'Union africaine, nous l'avons prouvé. Il faut savoir actionner la coopération bilatérale. C'est grâce à la coopération bilatérale que notre armée a formé des troupes à Kisangani par les Américains, à Kindu, au Maniema par des Belges. Donc ce qui est évident aujourd'hui, ce qui apparaît aujourd'hui évident, c'est que le pays est bien tenu parce que les dirigeants du pays, le président de la République en tête, sont capables de défendre les intérêts bien compris de la République. Voilà le sens des propos du ministre des Affaires étrangères lorsqu'il dit, ou le ministre de la Communication, lorsqu'ils disent « nous n'allons pas signer n'importe comment ». Non, le document qui va sanctionner la fin de la guerre ne doit pas être un bradage de la victoire militaire, ni un bradage de notre avenir. Merci Alain André Atundu, merci Norbert Yamba d'avoir répondu à nos questions. Il est temps, nous ne pouvons plus continuer. Encore une fois de plus, merci. Merci madame. Tout à l'heure, un invité pour les dessous de Cartin. Il faut maintenant considérer ce que le chef de l'État a dit. Nous devons sortir de l'afro-pessimisme. Nous devons sortir du complexe d'infériorité. Et c'est là que je félicite mon grand frère Tshisekedi Étienne, n'est-ce pas, qui a déclaré une phrase dans ce sens-là. Hein? On ne va pas chercher le pouvoir, n'est-ce pas, en Europe. On ne va plus chercher le pouvoir en Europe. Oui, oui. Nous avons atteint le sommet. Félicitations, mon cher grand frère. Bravo, courage et continuez avec l'élan que vous venez de prendre parce que le peuple congolais est derrière vous. Bravo au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous pouvons dire, nous, peuple congolais, bravo à nos forces armées. Mais c'est aussi le moment que nous devons prendre pour nous incliner devant la mémoire des vaillants fils de la République qui sont morts au front, qui sont morts au combat, qui sont morts sous le drapeau. Paix à leurs âmes. Je tiens à féliciter ces vaillants soldats, combattants, et évidemment le président de la République qui a mis tous les moyens et son gouvernement pour venir à bout de ces indisciplinés. Je crois que